Bonjour à tous, bienvenue dans Bel et Bien. Excusez-moi, je suis occupée. Alors si comme moi, vous trouvez que vous avez mauvaise mine, que votre peau se relâche, que votre teint devient terne, c'est normal. Parce que dès 40 ans, notre organisme ralentit sa production de cellules cutanées. Mais pas de panique, parce que ce matin, on va vous donner toutes les solutions pour faire peau neuve et prendre soin de cette enveloppe corporelle. Et il le faut, car la peau nous protège des agressions extérieures, mais c'est aussi le reflet de notre santé et de nos émotions. On peut rougir devant un compliment, vibrer sous l'effet d'une caresse, frémir de peur ou encore avoir des démangeaisons face au stress. Et pour l'entretenir à tout âge, la belle équipe de Bel et Bien, nos experts Christophe André et Sylvie Chocron, mais aussi nos chroniqueurs Elsa Wolinski, Marianne Moing, Stan Gusman et André Manoukian. Agathe, quel est le programme de ce matin? Il est très chargé, évidemment, comme chaque samedi matin. Le professeur en dermatologie, Philippe Imbert, nous livre ses règles d'or pour ralentir l'inexorable vieillissement cutané et se sentir bien dans sa peau. Alors soyez prêts à retrouver la fermeté de vos 20 ans. Une véritable cure de jouvence, boutons, peau grasse, grains de beauté ou infections, ces signaux peuvent être les manifestations cutanées de pathologies internes. Ce matin, on apprend enfin à écouter sa peau avec le docteur Laurence Netter. Enfin, on vous offre le témoignage de Cécile Boiteux, atteinte de cutis laxa. C'est une maladie génétique très rare qui affecte l'élasticité de la peau. Résultat, à 31 ans, elle fait plus du double de son âge. Elle nous raconte le chemin difficile pour s'accepter et se faire accepter par les autres. Aujourd'hui, vous avez trouvé l'amour, je crois. Ah oui, je l'ai trouvé. J'y croyais pas. Je peux dire, je viens d'accepter une demande en mariage, mais je crois que je réalise toujours pas que tout ce qui m'arrive aujourd'hui avec cet homme exceptionnel, jusqu'à il y a peu de temps, je croyais que je le vivrais jamais. Salut les amis. Salut Ali. Alors, dans un instant, on vous dira comment retrouver bonne mine. Mais d'abord, intéressons-nous au toucher. Comment appréhende-t-on le contact humain à l'étranger? Est-on aussi tactile que chez nous? C'est le tour du monde en 80 secondes de Stan Gusman. Arrête de me toucher. Oui, Ali, 80 secondes d'image internationale pour vous prouver que nous n'avons pas tous le même rapport au contact physique partout sur la planète. Le pot à pot qu'on adore entre deux personnes obéit à des codes et le salut n'y échappe pas puisque cela fait l'objet de nombreux rituels qui diffèrent d'une culture à l'autre. Alors, embarquement immédiat. Et on commence par une escale aux États-Unis. Alors là-bas, n'essayez même pas de faire la bise à un Américain, vous risqueriez un procès pour agression sexuelle. Non, aux States, quand on apprécie quelqu'un et qu'on va aller au-delà de l'impersonnel poignée de main, on le hug, c'est-à-dire qu'on le salue par un mini câlin. Et il y a autant de façons de faire un hug là-bas que de faire la bise chez nous. Il y a le hug classique qui dure 2 secondes, le hug express encore plus rapide, le hug surprise par derrière, à faire seulement avec vos amis, le hug cœur à cœur, le hug dirty dancing, à faire avec son amoureux sinon c'est vraiment bizarre, le hug geste barrière, le hug gênant, on sait pas trop par où commencer, gauche, droite... Et même le hug kleptomane, regardez. Toujours aux États-Unis, on aurait pu parler de ce geste de salut très populaire et qui marque l'appartenance à un groupe d'amis ou à une communauté, le check. Issu de l'esclavage, historiquement, ce signe témoigne de sa solidarité vis-à-vis de la personne que l'on a en face de soi. Et il s'est tellement démocratisé, le check, que Barack Obama y avait même recours lors de son mandat pour saluer, par exemple, le basketteur LeBron James. En gros, aux États-Unis, plus on s'aime, plus on se colle pour se saluer. Allez, on file maintenant en Nouvelle-Zélande. À l'autre bout du monde, on témoigne son respect à quelqu'un lors de la rencontre en ayant recours à la salutation maori, une coutume locale ancestrale à milieu du très guerrier Haka néo-zélandais, puisque celle-ci consiste à regarder la personne dans les yeux avant de se rapprocher lentement jusqu'à ce que nez et front se touchent. On ferme alors les yeux par signe d'affection. Et le protocole diplomatique oblige, Meghan et Harry, du temps où ils représentaient encore la couronne britannique, ont dû s'y plier sans aucun faux pas. J'aurais pu également vous parler d'un autre salut identitaire très connu, le fameux baiser esquimau pour se dire bonjour dans la culture inuit, et qui est réservé aux amoureux et aux membres d'une même famille. Attention toutefois à ne pas avoir le nez qui coule. Finissons notre tour du monde chez nous. Et comme vous le savez, en France, le premier contact passe par la bise, ou par les bises, car oui, ça dépend des régions. Chez moi, on en fait 5 en commençant par la gauche. Difficile d'y voir clair dans cette exception culturelle française qui a le don de déstabiliser les étrangers, comme l'humoriste britannique Paul Taylor. For example, if I meet a girl that I've never met before, I don't know what to do. Do I shake her hand? Do I give her 1 kiss? Do I give her 2 kisses? Do I give her 3 kisses? Do I give her 4 kisses? Do I give her 5 kisses? How many fucking kisses should I be giving you?
Alors vous l'avez constaté, on ne rentre pas en contact comme ça avec n'importe qui. On doit suivre des règles plus ou moins strictes selon les cultures. Et même dans nos pays latins, quand on s'en affranchit de ces règles, on est soit déstabilisé, soit agressé. Ce que va nous prouver notre audacieuse journaliste Sarah Cadour, qui est allée câliner par surprise des inconnus dans la rue, le tout en caméra cachée. Regardez. Je vais demander, excusez-moi, le Forum des Halles, s'il vous plaît. Le Forum des Halles, vous prenez par là. Par là, tout droit. Et à droite, ok. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, non, merci. Ah, d'accord, autant pour moi. Vous avez le boulevard de Sébastopol, Oui. vous traversez le boulevard de Sébastopol et vous y êtes. Merci. De rien. Merci, câlin. Non, le Forum des Halles. C'est juste derrière, vous prenez Tout droit, tout de suite à droite. puis vous allez tout Merci, câlin. Merci. La première à droite. D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci, madame. Allez, Forum des Halles, c'est ça, vous prenez à droite, là, Oui. et vous allez toujours tout droit, vous allez tomber dessus. Super, merci, vous êtes adorable. Merci. Oh, bah, dis donc. Oh non, bah, Oh, bah, câlin c'est- collectif. c'est- Câlin collectif. Ah, bah, c'est ma journée, là, c'est gentil. J'en connais un qui ne serait pas fait prier. Christophe, on vient de le voir avec l'expérience de Sarah. Pourquoi faut-il toujours s'apprivoiser avant de rentrer en contact? Et encore, on ne vit pas dans des pays anglo-saxons où les habitants sont plus pudiques encore dans leur façon de se toucher. Oui, ben en réalité, on est entouré de bulles invisibles. C'est une petite branche de la psychologie qui étudie ça, qui s'appelle la proxémie, qui est l'étude des distances qu'on tolère en fonction du lien qu'on a avec les gens. Et en gros, cette proxémie, elle dit qu'il y a une bulle intime, c'est moins d'un avant-bras, dans laquelle on n'aime pas que les gens rentrent. Et si un inconnu vous parle de trop près, vous allez avoir tendance à reculer. Après, il y a une bulle personnelle qui est entre l'avant-bras et le bras. Et là, on permet aux gens qu'on croise de rentrer dans cette bulle. Voilà, c'est à moins d'1 mètre en gros. Mais il ne faut pas qu'ils rentrent dans la bulle intime. Et puis après, il y a la bulle publique. C'est en général vraiment quand on s'adresse à des gens qu'on ne connaît pas du tout. La bulle personnelle, c'est plutôt les gens qu'on connaît mais qui ne sont pas des intimés. Ces codes varient évidemment d'une culture à l'autre. Mais en gros, il faut les respecter. Et là, le câlin avec des personnes non intimes, c'est une intrusion dans la bulle d'intimité. Donc, la plupart des gens sont un tout petit peu raidis quand même. Enfin, la plupart, parce que... Oui, j'en se doute. Hein. Merci beaucoup, Stan. Il est temps d'ouvrir notre dossier du jour. Alors, la peau, c'est cet organe d'un poids total de 5 kilos, ce qui en fait Ouais. le plus lourd de notre organisme. Sa fonction première, c'est de nous protéger contre les agressions extérieures, même si notre armure n'est protégée que par une légère couche de poils, loin des robustes écailles du crocodile ou des pics du hérisson. Et que dire de son épaisseur, comprise entre 1 et 3 mm. Alors oui, notre peau n'a pas la résistance du cuir d'un rhinocéros, mais vous allez constater qu'une fois de plus, ce n'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas André? En dépit de sa finesse, notre enveloppe corporelle est un organe multitâche aux super pouvoirs essentiels à notre santé et à notre bien-être. Mesdames, je sais ce que vous vous dites face au miroir. Non, mais c'est quoi cette gueule? C'est quoi cette peau toute flasque que j'ai en ce moment? Stop, je vous demande un peu d'indulgence vis-à-vis d'elle, car la peau nous en rend des services. C'est elle qui ressent le chaud et le froid et qui régule notre température intérieure via divers procédés comme la transpiration. C'est aussi elle qui reçoit la douleur pour nous prévenir d'une menace physique imminente. C'est encore elle qui stocke nos réserves d'énergie en allant puiser la vitamine D dans le soleil. Et c'est bien sûr l'organe du toucher qui, grâce à ses 600 000 capteurs sensoriels, détecte la pression, les vibrations et bien sûr les sensations comme celle d'un câlin. Alors on dit merci qui? Et si vous doutez encore des cadeaux qu'elle nous fait au quotidien, sachez que la peau et le cerveau sont des jumeaux dans l'œuf et jusqu'au 21e jour de gestation, ils ne constituent qu'un seul et même organe. Voilà pourquoi ils sont depuis reliés par une autoroute à double sens. On l'a vu, si les terminaisons nerveuses envoient des milliers d'informations à notre cerveau, en sens inverse, la circulation est fluide. Et c'est pourquoi la peau porte les stigmates de notre état de santé. Par exemple, le stress se manifestera sur notre peau par l'amplification des maladies cutanées comme l'eczéma, l'acné, le psoriasis ou les démangeaisons. Autre exemple, face à la peur, notre peau active automatiquement la fameuse chair de poule. Et oui, la peau exprime nos émotions et c'est pourquoi le visage rougira sous l'effet de la colère, pâlira sous celui de la fatigue, le bonheur lui se lira sur un visage éclatant alors qu'un tas grisâtre laissera présager d'un état de spleen. Vous l'avez compris, vous avez toutes les bonnes raisons du monde d'être bienveillant avec votre peau. Voilà pourquoi la prochaine fois que vous serez face au miroir, je veux vous entendre lui dire ça. Qu'est-ce qu'elle est douce, ma peau, elle en dit tellement sur moi. Et merci encore pour le frisson que tu m'as fait ressentir hier soir quand André m'a effleuré. Ok, c'est gênant, coupe.
Alors Sylvie, on a vu le lien intime entre la peau et le cerveau. Que se passe-t-il d'un point de vue neuronal quand nous sommes en contact physique avec une autre personne? Nos neurones s'enflamment. Vous croyez pas si bien dire. Donc ce toucher entre deux personnes qu'on appelle le toucher social ou le toucher affectif, il est extrêmement important. Et d'ailleurs, les informations qui correspondent au toucher social, elles sont véhiculées par des fibres particulières. Ce ne sont pas les mêmes fibres quand on touche quelque chose ou quand quelqu'un nous touche et que ça s'inscrit dans une relation. Et donc ce toucher social, il n'est pas uniquement social et effectivement, il a un lien très important avec le cerveau parce qu'on sait que même chez les animaux, c'est ce contact, ce peau à peau dès la naissance, ce toucher, les caresses qui vont véritablement permettre le développement du cerveau. Et c'est sans doute aussi vrai chez les enfants. Et donc, on peut aider ces enfants à développer leur cerveau en les enveloppant, en les caressant. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que le toucher social, il a aussi plein d'autres vertus. Il peut aussi, en libérant des endorphines, faire passer la douleur, diminuer la sensation de douleur. Il peut aussi réduire le cortisol, donc réduire le stress. Et puis, tout simplement, nous faire véritablement du bien, parce qu'il va libérer des hormones comme de la dopamine ou de l'ocytocine, qui est l'hormone vraiment du lien et de la relation. Voilà pourquoi le toucher améliore la relation améliore le toucher est bon pour le cerveau. Et c'est tellement important qu'on sait que pendant le Covid, l'absence de toucher social a probablement eu des effets très importants qui sont actuellement étudiés par des chercheurs. Et ce toucher est tellement important que je rappelle quand même qu'en 2021, il y a des médecins qui ont eu le prix Nobel pour leurs études vraiment sur le toucher. Donc il ne faut pas du tout prendre ça à la légère. C'est une vraie fonction importante pour le cerveau. Alors il faut le dire, touchez-vous, touchez-vous, touchons-nous. On va continuer à parler de l'importance du toucher dans nos relations sociales. Les Français sont-ils fidèles à leur réputation de peuple latin et câlin ? Notre journaliste Sarah Cador est allée les questionner. Est-ce que vous êtes tactile? Non. Je suis facilement mal à l'aise quand les gens sont trop tactiles et que c'est des gens que je connais pas. Je suis pas extrêmement fan quand les gens me touchent. Je dis rien dans la mesure où ça me dérange pas non plus incroyable. Ça me... voilà, pour le coup, peut-être un peu. J'aime pas trop qu'on me touche, non. Mais ça remonte à l'enfance, ça. Il y avait une grand-mère ou des tantes qui m'embrassaient. Je disais, mais elle pique. Dans quelle situation vous êtes le plus tactile? Entre copines, on se prend dans les bras, on est trop contente de se voir. Ou quand mes amis vont pas bien, je les tiens par la main ou je leur fais des câlins. Est-ce que vous osez vous toucher, vous embrasser en public? Moi je dirais que je suis plus pudique que Marie, mais ça me dérange pas de la prendre dans les bras ou de l'embrasser. Bien là, je vais vous tester, on veut le bisou. Le bisou, le bisou. Ouh, j'adore. Pourriez-vous vivre sans contact physique? Un câlin dans le bon moment, ça peut sauver. Et ce serait extrêmement dur. Quand on reçoit des marques d'affection, on se sent encore mieux exister, quoi, voilà. Quand est-ce que vous n'aimez pas le contact physique? Quand c'est une personne que j'apprécie moyennement ou que je connais pas très bien. Quand je suis énervée, je déteste quand on me touche. Quand c'est des gens à qui j'ai rien demandé, effectivement, ça m'arrive très très souvent que des gens dans la rue me touchent. Vous marchez et quelqu'un vous câline. Ouais. Quelle partie du corps préférez-vous qu'on vous touche? Le cœur. C'est beau! Et à contrario, quelle partie du corps vous ne supportez pas qu'on vous touche? Je dirais le torse. Le nombril. Les joues. Toute ma vie, on m'a pincé les joues comme ça. Et ça Vous êtes mignonne. Ça va. Est-ce que vous aimez les câlins? Bon, oui. Vous en faites souvent? Oh ouais, oui, très souvent. Et ça vous fait quoi? Ah bah ça fait du bien. Câlin! Câlin. Ouais, ouloulouloulou, le câlininou. Allez, oui. Oh, le câlin, la tape dans le dos. Christophe, quels sont les bienfaits de la câlinothérapie? Ils sont énormes parce qu'on est des êtres tactiles lorsqu'on permet effectivement aux autres de nous toucher. C'est-à-dire les câlins, le toucher, les caresses apaisent nos angoisses, apaisent nos douleurs, nous donnent le sentiment d'être connectés aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Lorsqu'on se fait prendre dans les bras, c'est comme si on recevait la permission de laisser nos émotions s'exprimer. Et donc, c'est un outil très puissant qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment. Il faut le faire au bon moment, avec la bonne personne, mais qui, lorsqu'il est bien proposé,
quelque chose de formidable. Et dès la naissance, le contact avec le bébé, il est primordial aussi. C'est le fameux pot à pot entre le nouveau-né et ses parents. Christophe, pourquoi est-ce que cette étape est essentielle dans notre construction personnelle ? C'est une étape essentielle parce qu'au début, le bébé, c'est le plus fort canal de communication qu'il a avec sa maman. Bien sûr, il y a les odeurs, bien sûr, il y a peut-être une vision, mais qui ne marche pas très bien. Bien sûr, il y a le son de la voix, mais cet organe qu'est la peau, dont on a dit à quel point il était important chez l'être humain, c'est vraiment le premier vecteur, le vecteur le plus puissant. Et là, on a des tas d'études montrant que le pot à pot, la caresse est très précieuse pour tous les enfants. Et notamment, on s'est aperçu que pour les grands prématurés, ou même les prématurés en général, c'était quasiment quelque chose de vital, qu'il ne fallait surtout pas les laisser en couveuse en permanence, mais que plus ils pouvaient être au contact de la peau des parents. Il n'y a pas que la maman, le papa peut faire du pot à pot aussi. Et plus ça allait les sauver des ennuis de la prématurité. Le lien entre la peau et les émotions est évident et la langue française l'a bien compris. On en parle avec la linguiste Julie Neveu que Mylène Specklin a rencontrée. La peau semble représenter, donc dans notre langage, la frontière entre ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire nos émotions, bien sûr, et l'extérieur, la vie, les événements, tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire que les émotions affleurent, et donc on a à fleur de peau, je suis à fleur de peau par exemple, qui montre une très grande sensibilité, une très grande réactivité. Et on voit bien que parfois la peau est donc vue pour notre fragilité, comme révélatrice de nos émotions, ou bien elle peut aussi être vue comme masquant, dissimulant. Et donc on peut dire j'ai la peau dure, ça veut dire cette frontière entre l'extérieur et l'intérieur chez moi est très solide, hermétique, et j'arrive à dissimuler mes émotions. Après on a aussi des expressions qui vont montrer à quel point la peau donc symbolise encore nos émotions, et aussi à se projeter dans la peau de quelqu'un. Se mettre dans la peau de quelqu'un montre vraiment notre capacité d'empathie. Si je suis dans la peau de quelqu'un, c'est que j'arrive à imaginer ce que ses émotions vont être. On peut aussi avoir quelqu'un dans la peau. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que je pense que la peau manifeste vraiment l'alchimie érotique qu'il peut y avoir, puisque c'est vraiment, en tant que surface, ce qu'on peut toucher, caresser, et ce qui cristallise la rencontre, mais aussi la rencontre sentimentale, amoureuse. On a beaucoup de métaphores en lien avec la peau et les émotions, et la couleur. Le vert sera plutôt associé donc aux envies mauvaises, comme la jalousie, et toutes les émotions connotées négativement et très fortes, qui nous font donc changer de couleur de peau. Donc je suis vert de rage, je suis vert de jalousie, et je suis vert tout court aujourd'hui. Après, on a le rouge qui est plutôt associé aux émotions fortes encore, mais de type plutôt colère. Donc voir rouge, se fâcher tout rouge, tout ça vraiment montre aussi la façon dont on est affecté par nos sentiments et dont ils sont lisibles dans les yeux d'autrui, et c'est d'abord par le spectre des couleurs. Et alors, il y a beaucoup de métaphores aussi qui expriment les émotions en lien avec le toucher. Toutes les métaphores, si vous voulez, cherchent à partager une émotion et donc à la rendre perceptible pour les autres. Tu me touches, quand tu me dis ça, ça me touche beaucoup. Vous voyez, donc là, on a vraiment, on restitue mieux le côté physique et concret de nos émotions qui nous émeuvent véritablement. En fait, la peau, c'est vraiment la première expressivité de l'être humain. C'est-à-dire que c'est vraiment par là que s'exprime plus ou moins, malgré lui, toutes ces émotions profondes, violentes qui le font bouger de l'intérieur et qui deviennent visibles, qui remontent à la surface. Merci à Julie Neveu. Il y a une autre expression très connue dans la langue française qui exprime ce lien entre la peau et les émotions, c'est avoir la chair de poule. Alors, on peut avoir la chair de poule quand on est très, très ému, par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'on a la chair de poule quand on a froid ou quand on a peur? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, Sylvie? Au départ, cette réaction d'avoir la chair de poule, c'est vraiment une réaction qu'on a héritée de nos ancêtres, voire des animaux qui avaient de la fourrure ou des très longs poils. Moi, j'en ai toujours, mais... Et c'est une réaction évidemment indépendante de notre volonté, qui au départ est une réaction thermorégulatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces muscles de la peau qui se modifient permettent normalement aux poils de se hérisser pour garder la température intérieure de notre corps. Et donc au départ, c'est surtout une réaction qui est déclenchée par le froid, mais au cours de l'évolution, le froid et le stress ont été associés, parce que finalement, quand un animal est isolé, tout seul, et qu'il ne peut pas se blottir contre sa maman, il a en même temps froid et en même temps il est seul, et du coup, on pense que notre cerveau a associé
la réaction au froid et la réaction au stress par la même réaction sur la peau, qui est la chair de poule. Mais on sait aussi que la chair de poule, ça peut survenir pour des émotions intenses et éventuellement positives, surtout par la musique. Ouais. L'hymne de la Ligue des Champions, chaque fois, moi, ça. Et on sait qu'il y a des études qui ont même montré que, mais André va peut-être me dire si j'ai raison, qu'un crescendo ou l'arrivée d'un solo d'un instrument ou un nouvel instrument ou un solo de voix peuvent provoquer en fait la chair de poule. Et d'ailleurs, dans les films, tout à l'heure, on a entendu une musique de film particulière. En fait, les musiciens qui font des musiques de film jouent énormément là-dessus pour créer cette réaction épidermique. Exactement. Celui qui en parle le mieux, c'est Gilles Deleuze. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de lui. Il dit « La musique crée des affects ». Des affects, ça veut dire des transformations physiques du corps. Ça ne passe pas par la tête. La musique, ça crée directement des émotions. C'est pour ça qu'il y a des philosophes qui n'aiment pas la musique, parce que tout d'un coup, la raison n'est plus là. Vous écoutez quelque chose, tout d'un coup, vous avez les larmes, vous avez les poils qui se dressent. Moi, perso, c'est transpiration de la moustache. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment gênant. Mais encore une fois, qui ne passe pas par la raison. Donc, tout d'un coup, on se retrouve un corps d'émotion, mais joué par quelqu'un d'autre. La peau, donc on l'a compris, c'est un outil indispensable à notre bien-être, donc il faut en prendre soin. Mais avant de vous donner toutes nos solutions pour la rajeunir, et vous allez voir qu'on en a beaucoup, encore faut-il comprendre de quoi elle est composée. Alors là, évidemment, Ali, je compte sur vous, vous le pro. Alors la peau est une enveloppe composée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'hypoderme, c'est la couche du dessous qui stocke les réserves d'énergie, comme la vitamine D, puisée dans les rayons du soleil. Au milieu, on retrouve le derme, la couche la plus épaisse de la peau, c'est elle qui produit les cellules et les protéines nécessaires au renouvellement cutané. Et au-dessus, notre épiderme, c'est la partie superficielle et visible de la peau sur laquelle le temps marque son empreinte. Et justement, on va tout de suite prendre soin de sa peau pour paraître plus jeune, avec toutes les solutions pour la raffermir. Franchement, vous ne trouvez pas que je serais mieux comme ça? Juste le lifting, le bas du visage. Non, Christophe, vous pouvez me le dire. Alors, toujours bien. Toujours bien. Une peau jeune et ferme se caractérise par sa souplesse, sa fermeté et son élasticité. Mais plus on avance en âge, plus notre peau perd en tonicité. Ce phénomène apparaît dès l'âge de 40 ans. Notre organisme ralentit sa production de cellules de renouvellement de la peau. Conséquence, les fibres de collagène essentielles à l'élasticité de notre derme se raréfient et les tissus cutanés se relâchent. Mais ce n'est pas tout. Les glandes sébacées, à l'origine de l'hydratation naturelle de notre peau, se dégradent et notre épiderme s'assèche. Sans compter l'effet de la gravité sur la peau sèche et relâchée qui accentue l'apparition des rides sur le visage. Le vieillissement de la peau est donc naturel, mais on peut ralentir ce relâchement cutané grâce à un mode de vie adapté et aux grandes règles d'or que le professeur en dermatologie, Philippe Imbert, bonjour. Bonjour. Philippe Imbert, vous allez nous dispenser quelques conseils afin d'avoir une peau plus ferme. Alors avant d'écouter vos conseils, professeur, pour paraître plus jeune, donc le lifting, je me devais de vous poser la question. Pourquoi, professeur, nous ne sommes pas tous égaux en termes de vieillissement de la peau? Quand on voit Sophie Marceau là, sur cette couverture de journal, elle a 56 ans. Voilà. Elle pose sans maquillage, a priori sans retouche. Et c'est vrai que je l'ai vue en vrai dans les couleurs de France Télévisions. Elle est vraiment comme ça. On se dit quand même, quelle injustice! Alors je pense qu'elle a de bons gènes, parce que le premier facteur du vieillissement, c'est la génétique. Mais sur cette génétique vont intervenir d'autres facteurs, et notamment le stress. Savez-vous que des femmes qui vivent un calvaire avec un enfant malade pendant 10 à 15 ans, ils vont à l'hôpital parce qu'il y a une leucémie, etc., ces femmes vont voir leur télomère, c'est-à-dire l'extrémité de leur chromosome, se raccourcir au même titre que des femmes qui ont 15 ans de plus qu'elles. Donc le stress va agir sur une génétique déterminée. Puis ensuite, il y a le mode de vie, bien entendu, l'exposition au soleil. Savez-vous que les chauffeurs de taxi, les visiteurs médicaux, ont un vieillissement de 7 ans de plus du côté où ils conduisent. Donc, quand vous regardez un visage, vous connaissez la profession de la personne parce que vous voyez qu'il a beaucoup plus vieilli d'un côté que de l'autre. Il y a l'alimentation, il y a le sport. Les peaux foncées vieillissent également, mais savez-vous qu'on a déjà consommé la moitié de son capital solaire à 20 ans ?
Oh là là. Et donc, l'enfance, c'est une période où il faut protéger les enfants du soleil. Enfin, quand on voit Ali qui a, si je peux me permettre, 1 an de plus que moi, il n'a pas une ride. Donc, quand même, les peaux foncées sont quand même mieux loties, non? On est d'accord? Parce que quand il te fait 10 ans de plus, je suis Alors, il est protégé pour plusieurs raisons. Parce qu'il a de la mélanine, ce pigment qui protège, qui filtre les rayons du soleil. Ah, le salaud, le salaud, le salaud. Également, c'est un homme, je ne veux pas dire que les femmes, à partir d'un certain âge, je ne sais pas votre âge, vont voir 48, professeur. leur stock d'œstrogène diminuer. Et ça, c'est une faiblesse à l'égard du vieillissement. Et puis, il y a un facteur, on le voit avec les barbus. Le fait d'avoir des poils ici maintient la peau beaucoup mieux que de ne pas avoir de poils. Il a tout compris, pourquoi Ali. vieillir aux femmes, peut-être femmes à barbe, je ne sais pas. Vous l'avez dit, la peau des femmes se relâche plus, mais c'est parce qu'elle se relâche à la ménopause. À la ménopause. Voilà, c'est bien le cas, Sylvie. Bah exactement, donc je parle sous votre contrôle, mais à la ménopause, autour de la ménopause, dans cette grande période de périménopause, on va avoir une diminution de la production d'œstrogène qui joue dans la production de collagène et du coup forcément un relâchement de la peau. Et je crois qu'on sait aussi que le collagène est très lié à la vitamine C et peut-être qu'à la ménopause, on peut conseiller de faire attention à la supplémentation en vitamine C, en tout cas que l'alimentation contienne suffisamment de vitamine C. Oui, et d'apporter de la vitamine C à la peau directement, parce que la vitamine C aide à la synthèse de collagène. Et lorsque vous appliquez pendant 6 mois une crème à base de vitamine C sur la peau, vous fabriquez 30% de collagène en plus. Ce qui est remarquable, 30%. Alors, à l'approche de l'été et de la plage, il est temps de passer en revue les règles d'or pour avoir une peau ferme et en bonne santé. Première règle d'or. Se protéger des rayons UV du soleil. Alors c'est une règle pas si récente que ça. Avant 1920, la tendance était au peau claire, comme nous le rappelle ce reportage issu du JT de France 2 en 1985. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps de cela, c'était au début du siècle, le soleil, on s'en méfiait plutôt. Pas question de bronzer, les dames devaient avant tout garder la peau la plus blanche possible. C'était même un signe de distinction. Et puis progressivement, les corps se dénudent et s'exposent au soleil. On commence à bronzer entre privilégiés et avec des recettes maison. Coco Chanel lance la mode sportive et bronzée. Et soudain, l'été 35, une huile magique et parfumée fait son apparition. La légende d'une odeur inoubliable allait naître. Ce produit, l'un des premiers de son espèce, surgissait à un moment clé, le Front populaire. Alors, professeur Humbert, pourquoi le soleil est mauvais pour le vieillissement de la peau et quelle exposition maximale préconisez-vous? C'est un peu comme la langue d'Ésope, du meilleur comme du pire. Mais le meilleur, c'est que ça nous aide à fabriquer de la vitamine D. Nous en avons besoin. Ce sont les rayons ultraviolets B. Combien de temps faut-il? À peine un quart d'heure. Le visage et les mains, un quart d'heure par jour suffit à fabriquer votre vitamine D. Et le reste de l'été, on se planque après. Eh oui. On joue aux échecs en fait. Voilà. Exactement. Alors moi, j'aimerais vous montrer un produit qui est encore commercialisé aujourd'hui, alors que pour le coup, après ce que vous venez de dire, il constitue un véritable danger pour notre santé. Pour un bronzage doré, la véritable graisse à traire Soleil des Îles. Alors, qui de ma génération ne s'est pas enduit de graisse à traire? Moi, j'en mettais. Ah bah, je crois qu'on voilà, on a mis de la graisse à traire au monoeil, ça permettait de frire au soleil. Surtout quand on est blonde, c'était vraiment une très très bonne idée. Donc là, on est d'accord, il y a un danger de santé publique. Est-ce que ce genre de produit sera encore commercialisé, professeur? Oui, bien sûr, la graisse à traire, on la trouve n'importe où. C'est de l'huile de paraffine avec de l'huile de coco parfois. L'huile de paraffine, c'est issu du pétrole. Du pétrole. Et ça concentre les rayons du soleil. Donc ça fait un effet loupe qui est très important. Et donc, plus on a de rayons du soleil, plus on court de risques. Professeur Humbert, quelle crème solaire recommandez-vous? Comment bien la choisir? Et utilise-t-on la même crème pour le corps et pour le visage? Alors les crèmes solaires, vous voyez tout partout les indices. 10, 20, 50. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons tous une dose érythémale minimale, c'est-à-dire un temps au bout duquel vous avez un coup de soleil. Alors je pense à Lee, vous, c'est peut-être au bout d'une demi-heure. Moi, c'est au bout de 10 minutes. Ma dose érythémale est de 10 minutes. Si je prends une crème solaire à indice 50, ça veut dire que mon prochain coup de soleil, il sera dans 50 fois 10 minutes. Donc j'ai le temps. Ah, c'est ça, d'accord. Si vous prenez 20, indice 20, vous pouvez être protégé 20 fois 10 minutes. Sauf que la crème s'en va, elle pénètre, elle est moins efficace, et de toute façon, il faut la remettre toutes les 2 heures. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre un indice 20 et un indice 50. Dès lors que vous la renouvelez toutes les 2 heures, vous avez la même protection. Il y a des crèmes solaires qui sortent en permanence.
Donc qu'est-ce qu'il faut croire? Alors, vous savez, la cosmétologie, c'est aussi du plaisir, c'est du marketing. Donc, Bien on va sûr. faire une crème pour le visage, pour le corps, mais la même crème peut aller très bien pour le visage ou pour le corps. On voit des produits tout à fait similaires. Donc, c'est pour ouvrir un peu le marché et diversifier les propositions. Et pourquoi on nous demande de mettre de plus en plus d'ailleurs des crèmes avec une protection, même l'hiver, et même dans les villes où on ne voit pas le soleil? Parce que l'été, vous avez la moitié des rayons ultraviolets, mais le printemps, l'automne et l'hiver, vous avez l'autre moitié des rayons ultraviolets. Donc nous sommes exposés en permanence. Et en plus, avec les écrans, les lampes halogènes envoient des ultraviolets. Donc nous sommes exposés, effectivement, d'où cette augmentation probablement de mélanome, de la maladie la plus grave due au soleil. Sylvie, pourquoi est-ce que d'un point de vue neuronal, on adore se dorer la pilule au soleil? Alors moi, personnellement, je ne tiens pas très longtemps, mais je vois par exemple ma maman, que j'embrasse, mais c'est un lézard, quoi. Depuis que je la connais, elle est comme ça. Et elle ne bouge pas. En fait, il y a eu... Ma mère est dans l'écran. Il y a eu des études qui ont été menées, et ce n'est pas un hasard, par des chercheurs australiens, parce qu'en Australie, ils ont le taux de mélanome quasiment le plus élevé dans le monde, et ils se sont rendus compte qu'en fait, quand on prend un coup de soleil, quand on est exposé au soleil, ça produit une réaction inflammatoire sur la peau qui active un réseau cérébral d'air qui sont aussi impliqués dans les addictions. Et donc, en fait, on a un renforcement, c'est-à-dire que plus on bronze, plus on est au soleil, plus on a envie d'être au soleil. Et cette réaction, elle se compare vraiment au comportement addictif, et on appelle ça la tanorexie. Ça va tellement loin qu'il y a même des gens qui ont eu un diagnostic de mélanome, à qui on interdit l'exposition au soleil et qui ne peuvent pas s'empêcher pour autant d'aller au soleil. Alors, si je peux me permettre, moi qui suis un gars du Sud, mon grand-père me disait toujours « Le soleil, c'est génial quand tu es à l'ombre. Tu es sous le parasol, ce beau soleil te remonte le moral, mais ceux qui vont au soleil, c'est les fadades parisiens. » Oui, mais là, le dermato va vous répondre, Christophe, qu'on bronze quand même et que les UV nous atteignent même à l'ombre, n'est-ce pas? Avec des lunettes de soleil, quand même. Alors, non, ce que vous dites est très vrai. Vous allez dans la piscine, vous êtes sous l'eau, il fait froid. Vous avez quand même les rayons ultraviolets qui pénètrent dans l'eau. Les infrarouges sont arrêtés, il fait froid. Et donc, c'est extrêmement trompeur. Sous la pluie, on a des rayons ultraviolets de la même quantité. Donc, il ne faut pas aussi compter sur l'effet chaleur pour se retirer du soleil. Et d'ailleurs, sous le parasol, il y en a moins, puisque c'est l'ombre. C'est bien, Christophe essaye de vendre son parasol. Non, mais laissez-moi faire la sieste sous mon parasol. Allez, on va passer à la deuxième règle d'or pour avoir une peau ferme. Bien s'hydrater la peau. D'ailleurs, il existe un test très simple. Vous pouvez le réaliser chez vous, évidemment, pour savoir si votre peau est déshydratée. Vous pouvez le faire chez vous en même temps que moi. Prenez votre main. Tirez un petit peu sur la peau du dos de votre main. Vous la tirez sur 1 centimètre à peu près. Hop, vous la relâchez. Si elle revient à sa position initiale, et ce très rapidement, tout va bien. En revanche, si ça prend du temps, c'est qu'elle manque d'eau. Voilà, hop. Voilà, moi, c'est moyen, là, tout à coup, quand même. Alors, comment faire pour bien hydrater sa peau et lui redonner tout son éclat? Moi, j'ai toujours l'impression, professeur, que, en fait, ça suffit pas de mettre une crème hydratante. Oui. Alors, quand vous tirez sur la peau, vous examinez également le derme, où il y a du collagène. Donc, on a cette phase viscoélastique. Vous êtes très jeune, donc c'est revenu très rapidement. Vous êtes adorable. Je suis très rapidement à l'état 48 ans, quand même. initial. Et on n'a pas cette phase viscoélastique que vous pouvez voir sur moi, par exemple, où ça prend un petit peu plus de temps. Ça va. Eh bien, oui, en hydratant la peau, on va aussi hydrater le derme et l'épiderme. Donc, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il faut pour hydrater la peau? Il faut des substances hygroscopiques qui retiennent l'eau. Donc, on en a dans les crèmes cosmétiques, des substances qui ressemblent à l'urée, au chlorure de sodium, etc., qui retiennent l'eau. Et on peut parfois aussi mettre des crèmes occlusives, lorsqu'on a la peau très desséchée, mais ce n'est pas très agréable. D'accord. Là, j'imagine quand même tous les téléspectateurs qui nous regardent, qui sont comme ça. Et puis, il faut boire aussi. En buvant 1,5 litre d'eau, on a une peau hydratée aussi bien qu'avec le plus mauvais cosmétique. On passe à la troisième règle d'or pour avoir la peau ferme et tendue. Stimuler la production de collagène, le collagène essentiel pour lutter contre les rides. Alors, comment stimuler la production de collagène de façon naturelle, docteur Humbert?
Oui, alors le collagène, c'est une énorme protéine et on sait comment l'activer. Il faut activer la cellule qu'il fabrique. La cellule, c'est le fibroblast. C'est un nom qu'il faut connaître. Cette cellule, c'est une mécanocellule. Elle a des mécanorécepteurs. Vous tapez sur la cellule, elle va se mettre à travailler. Vous massez, elle va se mettre à travailler. Lorsqu'il y a une plaie, par exemple, la peau est distendue, la cellule va travailler parce qu'il y a des tensions qui se font également de part et d'autre. Donc, cette cellule, on peut la masser. Et nous avons montré que si on massait avec une machine du commerce 3 fois par semaine pendant 6 semaines, vous arriviez à faire produire par cette cellule 80% d'acide hyaluronique en plus, qui est le constituant de la matrice extracellulaire, et vous aviez également le renouvellement du collagène quasiment en totalité. Professeur Humbert, que pensez-vous de l'efficacité de certains produits cosmétiques à base de collagène pour retendre la peau et faire disparaître les rides, et lesquels nous conseillez-vous? Alors tout d'abord, si vous permettez, est-ce que les cosmétiques fonctionnent à votre avis? Oui. Est-ce que ça marche ou est-ce que c'est... Moi, je dirais que ça marche pas trop. Enfin, moi, j'en mets jamais, rien. Les crèmes hydratantes, peut-être? Non, tout marche. Non, vraiment, ça marche avec des études contrôlées, un groupe placebo, sans crème ou avec une crème de base. Non, ça marche. Quand vous avez un vrai produit qui agit sur le collagène en profondeur, sur la cellule qui fabrique le collagène, vous avez un effet durable au bout de 3 mois. C'est quoi? Ce sont des sérums? C'est ça la différence? Non, ça dépend de la molécule que vous mettez à l'intérieur. Ça dépend de la molécule, d'accord. Mais moi, on m'avait dit aussi que si, par exemple, on mettait trop de collagène sur sa peau ou trop de molécules actives, on rendait sa peau flemmarde. Par exemple, mettre une crème de nuit, finalement, la peau se disait « Ah, on m'apporte ce dont j'ai besoin, j'ai plus besoin de le fabriquer moi-même ». Ça, c'est faux. Alors, ce collagène, il ne va pas pénétrer, donc on n'a pas de danger. Oui. Par contre, ce qu'on donne à la peau, c'est les substrats, c'est-à-dire la substance qui va se transformer en substance active, les précurseurs du collagène, les acides aminés, par exemple, ou les cofacteurs enzymatiques, les vitamines B9, B12, B5, en ce moment, on en voit beaucoup, B3, vous voyez beaucoup de crèmes à base de vitamine B5, etc. Donc ça, c'est des cofacteurs d'enzymes pour, au contraire, faire travailler la peau, faire travailler cette cellule, le fibroblast. Et ce qui est intéressant, c'est que cette cellule, elle est capable de se réveiller à n'importe quel âge, puisqu'on a vu qu'on faisait rajeunir effectivement des personnes en appliquant ces crèmes cosmétiques. Est-ce que la meilleure crème, c'est pas un bon sommeil? Oui, il y a des relations, et d'ailleurs, il y a des boîtes cosmétiques qui ont travaillé là-dessus, sur la relation sommeil-crème et des crèmes adaptées pour le sommeil, oui. Pour stimuler notre production de collagène et retendre notre peau, on va retrouver notre envoyée spéciale Victoria pour un nouveau soin cutané à base d'ultrasons. Vous n'êtes pas toute seule, Victoria? Je suis aujourd'hui avec le docteur Jean-Marc Ada et la charmante Estelle qui s'est prêtée au soin IFU. Le soin IFU, qu'est-ce que c'est, docteur ? Alors, le soin IFU est un soin aux ultrasons focalisés. Je m'explique. Ça crée en fait une stimulation collagénique et des points d'ancrage entre la peau et les plans profonds au niveau du visage. Grâce à ça, on va pouvoir en fait provoquer une rétraction de la peau et surtout empêcher le relâchement cutané qui arrive malheureusement chez tout le monde à partir d'un certain moment. À qui ça s'adresse ce soin? Est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Alors, tout le monde peut l'utiliser. Maintenant, je considère que l'âge idéal, c'est entre 30 et 35 ans. C'est l'âge, malheureusement, où on commence à voir les prémices du vieillissement cellulaire. Est-ce que c'est une véritable alternative, finalement, au lifting? Alors, soyons clairs. Moi, je considère que le IFU ne va pas pouvoir remplacer un lifting. Une patiente qui a besoin d'un lifting devra se faire lifter parce qu'on ne sera pas assez puissant pour enlever l'excédent de peau que vous avez. Mais par contre, c'est une alternative, en fait, à tout phénomène de relâchement cutané et à tout désagrément sur le val du visage qui fait un peu ce qu'on appelle l'effet droopy, ce que les gens n'aiment pas du tout. Et justement, on peut le faire sur tout le corps, sur chaque relâchement? C'est ça l'avantage, c'est que le IFU permet de traiter toutes les parties du corps qui subissent un relâchement cutané. À savoir, on peut le faire donc, sur toutes les parties du visage et aussi très intéressant sur les poches malaires. Les poches malaires, c'est quand vous ne dormez pas beaucoup la nuit et que vous avez un œdème sous les yeux. On peut faire donc l'ovale du visage, on peut faire le cou, on peut faire les bras, mais attention, pas quand c'est trop relâché aussi. On peut faire sur le ventre après des grossesses ou après des pertes de poids. On peut le faire sur des intérieurs de cuisses. Donc en fait, sur tous les problèmes de relâchement cutané du corps et du visage. Super, et on vous laisse continuer la séance sur Estelle. Bonne séance, Estelle. Merci. Professeur, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode?
C'est intéressant puisque c'est mécanique, on agit sur les mécanorécepteurs du fibroblast. Maintenant, il faudrait comparer l'efficacité de cette méthode par rapport à un simple massage ou à d'autres techniques. Mais il y a une technique dont vous me parliez pendant le reportage qui apparemment marche hyper bien. Oui, c'est la seule technique qui a fait l'objet d'une publication scientifique comparative, moitié du visage traité, l'autre moitié pas traité. Je ne sais pas si je peux prononcer le nom. Ah, si c'est une marque... Non, c'est difficile, donc c'est un système de massage du visage avec des petits clapets qui battent et qui, effectivement, va modeler le visage, c'est-à-dire la ptose va tendre à disparaître, le sillon nasogénien ici va s'effacer et vous avez une production de collagène et d'acide hyaluronique qui se trouve à l'intérieur de la peau. Ça a été démontré par des biopsies, rendez-vous compte, mises au microscope. Et on a même mis les cellules de la peau dans un milieu de culture et on a vu que ces cellules étaient des champions, elles étaient complètement entraînées, elles faisaient beaucoup plus de travail que la cellule de l'autre côté. Et ça, il faut faire plusieurs séances, j'imagine. Et il faut plusieurs séances, il faut 3 séances par semaine pendant 6 semaines au minimum. Alors, on va remercier Victoria. Victoria, on vous retrouve tout à l'heure, évidemment, pour un nouveau soin de la peau. On passe maintenant à la 4e et dernière règle d'or pour avoir une belle peau ferme et bien tendue. Adapter son alimentation. Et comme il y a plein d'idées reçues en la matière, on va les balayer ensemble avec notre nutritionniste Flavie Gusman. Bonjour Flavie. Bonjour Flavie. Bonjour Agathe. Alors Flavie, bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec une première affirmation, mais je pense qu'on a à peu près la réponse. L'alcool, eh oui, c'est ballot. L'alcool accélère le vieillissement de la peau. Mythe ou réalité? C'est une réalité. Ah, what a surprise. Tout simplement parce que l'alcool va favoriser la déshydratation et une peau déshydratée va apparaître, on va voir apparaître sur une peau déshydratée des petites rides, des petites ridules. L'alcool va également avoir un rôle vasodilatateur, donc qui va favoriser l'apparition de rougeurs au niveau de la peau. Et surtout, l'alcool, on le sait, va abîmer le foie, qui va donc moins bien faire son travail, ce qui va ralentir le renouvellement cellulaire. Je vous avais prévenu, c'est l'émission de la déprime. Pas de soleil, pas d'apéro. Et le tabac, évidemment, on est d'accord? Et le tabac, effectivement. Voilà, ce n'est pas bien. Tout à fait, le tabac, en fait, va avoir tendance à obstruer les pores, donc la peau va être moins bien oxygénée, et donc, du coup, ça va favoriser aussi l'apparition d'un teint un petit peu plus terne. Mythe ou réalité, les aliments à base d'oméga 3, comme les poissons gras, permettent de lutter contre les démangeaisons. Oui, réalité. En fait, les oméga 3 vont permettre d'assouplir la peau, de jouer sur la flexibilité de la peau. Et surtout, les oméga 3 vont avoir un rôle anti-inflammatoire, ce qui va permettre notamment de calmer les démangeaisons qui sont liées à des irritations ou à des processus de cicatrisation. On peut donc consommer de l'oméga 3 sous la forme de poissons gras, donc tout ce qui est saumon, anchois, hareng, qui vont être assez riches en oméga 3. Sinon, il y a aussi l'huile de lin, l'huile de colza qui vont contenir pas mal. Et pour les plus courageux, on a l'huile de foie de morue, ou tout simplement le foie de morue. Et bien finalement, en petite tartine, ça peut ne pas être si mauvais que ça. Moi, je vais vous dire, le mieux, moi, je trouve que c'est les anchois sur un petit peu de beurre, là, ça c'est à l'apéro, pour les oméga 3. Le chocolat, la charcuterie, les produits laitiers favorisent l'apparition des boutons d'acné. Mythe ou réalité, Flavie? Alors ça, pour le coup, c'est un mythe. En tout cas, il n'y a aucune étude qui le prouve. Ce qui a été... On peut y aller, quoi. Oui, vous pouvez y aller. Alors, pour d'autres raisons, il faut essayer de limiter, mais en tout cas, ça ne favoriserait pas l'apparition de l'acné. Par contre, la consommation de produits sucrés pourrait la favoriser en favorisant la production d'une hormone qui pourrait obstruer les pores. D'accord. Donc, il faut faire attention à tout ce qui va être plutôt pâte à tartiner, barre chocolatée, chocolat très sucré. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des aliments qui permettent de lutter contre l'acné? Oui, le zinc, en fait, c'est les aliments qui vont être riches en zinc. Donc, c'est tout ce qui est abats, huîtres, viande rouge. Et puis, plus généralement, souvent, quand on a des problèmes d'acné, on peut faire des petites cures de zinc en gélule. Le zinc, en fait, va avoir des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. Donc, va permettre de réguler l'acné et d'aider, en tout cas, à mieux le traiter. On dit que les carottes donnent bonne mine. Mythe ou réalité, Flavie? Oui, effectivement, les carottes, comme tous les légumes à chair un petit peu jaune-orangé, vont être riches en bêta-carotène. La bêta-carotène, c'est un précurseur de la vitamine A. Déjà, la vitamine A est un puissant antioxydant qui va permettre au corps et aux cellules de la peau de mieux se défendre contre les agressions extérieures, dont les UV par exemple. Et en plus, ce bêta-carotène va permettre de favoriser la production de mélanine, qui est le petit pigment orangé là, qui permet de donner bonne mine et qui est à l'origine du bronzage. Merci Flavie pour tous ces conseils. On vous retrouve bientôt dans Bel et Bien. Merci à vous. Alors, on l'a dit tout à l'heure, si notre peau est le reflet de nos émotions, elle est aussi le reflet de notre santé. Il y a des signes cutanés comme l'acné, justement, quand elle est à répétition, les mycoses et même les vergetures excessives qui peuvent être les manifestations externes de pathologies internes graves. Donc, il faut écouter les signaux de sa peau et c'est ce que Sarah Cadour a décidé de faire en se livrant à un check-up complet.
Bienvenue dans le cabinet du docteur Netter et on va s'intéresser avec elle aux problèmes de peau qui peuvent être les signes d'une pathologie interne. Parmi les miens, l'excès de sébum et l'acné. Est-ce que ces symptômes peuvent cacher une maladie ? On va chercher une maladie interne que quand l'excès, par exemple l'hyperséborrhée et l'acné sont très importantes, à ce moment-là, on va aller chercher du côté de vos ovaires, voir si vous avez un dérèglement hormonal. Alors l'acné est une pathologie courante chez le dermatologue. Dans la très grande majorité des cas, évidemment, c'est l'acné de l'adolescent, tout rentre dans l'ordre. Mais là où on va être interpellé, c'est si malgré les traitements, ça revient sans arrêt, si l'acné est très importante, là on va aller rechercher une pathologie interne, comme par exemple les ovaires polykystiques. Donc on va faire une échographie des ovaires et un petit bilan hormonal. L'acné à répétition peut donc cacher le syndrome des ovaires polykystiques, une maladie hormonale qui affecte le fonctionnement normal des ovaires chez la femme et qui peut entraîner des troubles de la fertilité. Donc on n'hésite pas, on fait comme le préconise le docteur Netter. Dans ces cas-là, on consulte. Passons maintenant aux infections de la peau. Dans quelles situations peuvent-elles cacher une maladie interne ? On va faire un bilan d'ordre général quand une femme, ou un homme d'ailleurs, a très souvent des infections. Alors un coup c'est la mycose, un coup c'est les champignons sur les orteils, les furoncles. Quand vraiment il y a un enchaînement d'infections, il faut aller chercher du côté du sang et du côté du diabète. L'augmentation dans le sang du sucre peut conduire à des infections à répétition. Le diabète peut donc être à l'origine de ces infections de la peau à répétition que sont les mycoses ou les champignons. Enfin, les vergetures peuvent-elles être la manifestation d'une maladie ? Si ces vergetures sont dans des localisations un peu atypiques, si elles sont très nombreuses, eh bien on va faire un bilan hormonal pour aller rechercher au niveau des surrénales, éventuellement un excès de cortisol qui peut être à l'origine de ces vergetures. Les vergetures peuvent donc être la manifestation cutanée d'un dérèglement hormonal interne lié à une hyperproduction de cortisol associée à des maladies cardiaques ou de l'hypertension. Vous l'avez donc compris, on écoute sa peau. Et en cas de symptômes excessifs, qu'est-ce qu'on fait, docteur Netter ? Toujours avoir comme notion qu'une consultation s'impose et non pas un autotraitement si on a le moindre doute. Et Sarah ne s'est pas rendue chez le docteur Netter pour rien. Elle lui a également parlé de ses grains de beauté. Si la plupart d'entre eux sont inoffensifs, certains peuvent être dangereux. Pour les différencier et les surveiller, il existe la méthode dite ABCDE. Vous allez tout comprendre. A comme asymétrie. Un grain de beauté bien symétrique, bien rond, a priori, pas de problème. B comme bordure. Bordure régulière ou bordure irrégulière. Un grain de beauté qui a une bordure bien régulière, bon pronostic. Une bordure déchiquetée, des bords irréguliers, consultation. C'est comme couleur. Et là, ça n'est pas l'intensité de la couleur qui pose un problème, c'est le nombre de couleurs. Si un grain de beauté est très foncé, mais avec une seule couleur, peu de risques. Si vous avez dans le même grain de beauté du rouge, du blanc, du marron clair, du marron foncé, là, il ne faut vraiment pas attendre pour aller consulter. D comme dimension, au-dessus de 0,6 mm, ça mérite une consultation. Et E comme évolution, c'est le critère le plus important. Si votre grain de beauté est évolutif, c'est-à-dire que d'un mois à l'autre, il n'a pas la même tête, il faut venir consulter. Voilà, donc d'où l'importance de se surveiller. Merci à Sarah Cadour et au docteur Netter. On va maintenant parler d'un soin de la peau qui est vieux comme le monde, qu'on pratiquait de Constantinople à Alexandrie. J'ai nommé, bien sûr, le gommage. Pour avoir une belle peau, professeur, à quelle fréquence est-ce qu'il faut avoir recours aux soins exfoliants ? Vous savez, je ne suis pas vraiment spécialiste du gommage, ça concerne surtout les femmes, mais moi qui vais souvent au Maghreb, j'ai observé qu'on allait au moins une fois par semaine au hammam. Oui. Et là, on fait du gommage. Je pense qu'une fois par semaine, c'est bien, pas plus. Je ne sais pas ce qu'en pense Ali. C'est un peu agressif quand même. C'est un peu agressif. Alors ça a quand même des propriétés. Vous savez, la peau se renouvelle tous les 30 jours, l'épiderme. Eh bien, il faut que ces cellules soient éliminées pour que les nouvelles arrivent. Il y a des maladies comme le psoriasis, où la peau se renouvelle tous les 7 jours et les cellules n'arrivent pas à s'éliminer. Et donc, on a des squames blanches. Ce n'est pas très joli. Donc, si on veut avoir une jolie peau, avoir un beau teint, un bel éclat, il faut renouveler la peau. Et plus on vieillit, plus nos enzymes de desquamation sont fatiguées, et donc plus on a besoin de gommage.
Alors depuis tout à l'heure, on partage des solutions pour que vous vous sentiez bien dans votre peau. Et cette expression ne doit rien au hasard, car la peau est un marqueur de vie à l'origine de nombreux complexes. Et ce n'est pas Elsa qui nous dira le contraire en s'attaquant à l'épineux problème de la cellulite. Aïe, aïe, aïe. Ali, je me pose une question. Ma question, c'est est-ce que je suis complexée parce que j'ai de la cellulite et des rondeurs et que voilà, c'est intrinsèque et je ne me sens pas bien dans mon corps, ou est-ce que je suis complexée parce que la société m'a expliqué que c'était moche d'avoir de la cellulite et des rondeurs. Donc, en attendant qu'on ne diabolise plus cette cellulite, moi, je voulais quand même vous raconter une petite chose. Moi, j'ai fait une liposuction il y a quelques années, je l'avoue, parce qu'effectivement, je me sentais mal dans ma peau et je pensais réellement que faire cette liposuction allait me gommer tout et qu'ensuite, j'allais devenir celle que je voudrais être, celle que j'allais enfin aimer. Et en fait, en sortant de l'opération, je me suis regardée dans une glace, enfin dans une vitre, et je me suis dit, c'est encore toi. Donc en fait, c'était pas... C'est pour ça que je fais très attention, là je vous parle de la cellulite et tout, mais je fais très attention à mes mots parce que finalement, c'est pas est-ce qu'on doit vraiment gommer tout ça, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui nous dérange, ou est-ce que vraiment c'est la société qui nous dit que c'est pas beau et que c'est pour ça qu'on veut le dégommer. Donc je mettrais tout un... J'aime bien, Christophe, quand vous me regardez en me disant oui, elle a raison, c'est bien. En tout cas, j'ai voulu balayer les idées reçues sur la cellulite et avoir au passage quelques conseils bien pratiques sur le sujet, surtout à l'approche de l'été, même si je pense que c'est pas parce qu'il fait beau qu'on doit absolument se dire voilà, on doit plus avoir de cellulite. On est allé rencontrer la dermatologue Marie Jourdan, qui nous raconte, qui nous donne un peu les mythes et les réalités justement sur la cellulite. La cellulite, ça concerne en fait plus de 90% des femmes, et pas seulement les femmes rondes. Il s'agit effectivement de graisse, mais non pas d'une accumulation de graisse, comme dans un bourrelet par exemple, mais plus d'une organisation particulière de la graisse. Et la graisse, tout le monde en a sous la peau. Effectivement, la cellulite, elle est complètement en lien avec les fluctuations hormonales. Après la ménopause, on va accumuler peut-être un peu plus de graisse, le stockage va augmenter, donc les lobules graisseux vont se gonfler, ce qui va participer à cet aspect peau d'orange. Et puis avec l'âge, on a la peau qui se relâche, et le relâchement cutané va aussi participer à faire apparaître des petites ombres et des capitons. Il existe différents types de cellulite. Il y a des cellulites qui sont dites adipeuses, graisseuses. C'est vraiment peut-être chez des patientes un peu plus rondes, quand il y a un excès de poids et on sent cette cellulite un peu molle sous la peau. On peut envisager quand même un régime. Si on perd un peu du poids, on diminue le stockage de graisse, ça diminuera un petit peu l'aspect cellulitique. Il y a des cellulites aqueuses qui est elle plus favorisée par la rétention d'eau et des troubles circulatoires, auquel cas diminuer l'apport en sel dans son alimentation va diminuer le stockage d'eau et donc peut participer à l'amélioration de la cellulite. Le sport ne va pas changer l'organisation de la graisse sous-cutanée, mais quand même, ça peut vider un peu le stockage de graisse, purger les cellules graisseuses et il y aura moins d'aspect peau d'orange. Et puis, certains sports vont améliorer la tonicité de la peau, je pense notamment à la natation, et ça peut quand même diminuer l'aspect cellulitique de la peau. C'est vrai que certains massages peuvent améliorer la tonicité, l'élasticité de la peau. Je pense notamment aux palpés roulés. Et puis, il y a des massages qui sont drainants, qui vont éliminer le stockage de l'eau, de la lymphe. Or, il y a un type de cellulite qui est une cellulite aqueuse, qui est beaucoup liée à la rétention d'eau, aux troubles veineux. Quand on a les jambes lourdes, on peut s'apercevoir qu'on a un peu plus de cellulite dans les cuisses à ce moment-là. Et donc, le massage drainant peut quand même améliorer l'aspect de la cellulite. Alors sachez qu'il existe aussi des solutions cliniques et on retrouve d'ailleurs notre Victoria qui est en train de faire un soin. Victoria, vous nous entendez ?
Tout à fait, Elsa, il existe des solutions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec la docteure Christina Chanouda, qui a une machine magique pour ne plus ressembler à une orange. Bonjour Christina. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Comment elle fonctionne? Alors c'est une machine qui s'appelle la Honda Cool Wave, qui va délivrer des micro-ondes qui vont pénétrer l'épiderme, le derme et l'hypoderme jusqu'à atteindre du coup les cellules adipeuses pour les déstabiliser dans leur membrane et ainsi les détruire. Et comment ensuite s'élimine la graisse? Alors elles vont être, en fait, la cellule adipeuse va se vider de son contenu. Alors généralement, elle prend entre 4 semaines et 3 mois pour se vider complètement et elles vont être éliminées dans le système lymphatique. Est-ce qu'il faut que je revienne plusieurs fois pour ne plus avoir de cellulite du tout? Oui, il va falloir revenir déjà 4 fois pour avoir un bon traitement d'attaque et éliminer vraiment d'une manière très prononcée la cellulite. Et ensuite, il va falloir entretenir le résultat avec une séance tous les 4 mois. J'imagine qu'il faut aussi une certaine hygiène de vie. Quand même, un petit peu. Il va falloir quand même entretenir avec une alimentation équilibrée. Alors, 2 principaux conseils à retenir, c'est l'élimination des sucres rapides et éviter les graisses dans les sauces et puis les produits industrialisés. Ça marche, bah, c'est pas désagréable, alors moi je vais en profiter, je vais peaufiner ma petite carrière de mannequin. Merci beaucoup, Victoria. On vous retrouve la semaine prochaine et merci à vous, Elsa. Je vous en prie. Alors on le dira jamais assez, pour être belle et beau, il faut avant tout être bien dans sa peau. Merci. Pour certaines personnes atteintes de maladies cutanées rares, le chemin vers l'acceptation de soi est laborieux et on en parle avec notre journaliste Marianne Moing. Bonjour Marianne. Trop de mignonnerie, Marianne. Trop de mignonnerie. C'est le rose qui fait ça. Parlez-nous, Marianne, de cette personne inspirante que vous avez rencontrée. Oui, alors j'ai rencontré Cécile Boiteux. Donc, c'est une jeune femme de 31 ans qui est enfermée dans un corps qui en paraît le double. En fait, chez elle, les rides ne reflètent pas du tout les années qui passent. C'est le stigmate d'une maladie génétique rare qui s'appelle la cutis laxa. Donc c'est une maladie qui est très peu connue, puisqu'elle touche à peu près 500 personnes dans le monde. Donc pour l'expliquer, Cécile aime bien faire ce test. C'est celui que vous avez fait, Agathe, un peu plus tôt dans l'émission, c'est le test de la peau. Donc en fait, on le voit, sa peau ne se replace pas aussi rapidement qu'elle le devrait. Mais chez elle, ce n'est pas du tout un problème de déshydratation. En fait, c'est un problème dans ses fibres élastiques. Alors, il y a une question fondamentale qui se pose, c'est comment mener à bien son existence quand votre âge et votre apparence sont en complet décalage. En plus, la cutis laxa, c'est une maladie qui n'a aucun traitement. Donc Cécile, elle a rapidement compris qu'il lui faudrait trouver en fait, des stratégies tout simplement pour pouvoir vivre sa vie de manière épanouie et heureuse. Donc aujourd'hui, elle est parvenue enfin à concilier son corps avec son esprit, avec énormément d'intelligence et d'autodérision. Donc je vous présente Cécile Boiteux. Elle a quel âge, pardon? Elle a 31 ans. 31 ans, voilà. d'accord. Et je suis persuadée qu'en effet, le vieillissement en fait, prématuré de sa peau exigeait d'elle une grande maturité, tout simplement. Voilà. Bonjour Cécile. Bonjour Marianne. À quel âge avez-vous compris l'ampleur de cette maladie? Le diagnostic est tombé, j'avais 2 ans. Mais je crois que c'est vraiment à 7 ans où j'ai pris la pleine conscience et la pleine mesure que j'étais différente, que ça allait être dur pour moi par la suite. Et je crois que c'est peut-être à cette anecdote, la surveillante de la cour de récréation s'appelait Brigitte, et je rentre dans les structures de jeu et des enfants se partent en courant en hurlant « Brigitte, 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 il y a un monstre dans la structure !» C'est principalement à cette période-là où j'ai le plus de souvenirs de choses qui m'ont blessée, marquée, d'un point de vue de la méconnaissance des gens, du système de défense des enfants. L'humain est comme ça, d'un point de vue instinctif, il y a 2 systèmes. C'est soit on est curieux et on va chercher à comprendre, soit, vu qu'on ne connaît pas, on a peur, donc on a ce système de défense. Comment s'est passé le collège et le lycée? Joker, non? J'ai bien vécu mon adolescence. C'était moi qui allais acheter l'alcool pour les copains, les copines, rentrer dans un casino à 13 ans et gagner 500 balles. Non, j'ai su en jouer. Je crois que le plus dur, ça a été le rapport aux garçons à l'époque. Avec justement ce côté, pourquoi pas moi? J'étais la bonne copine avec laquelle on peut s'amuser un petit peu. Jamais celle qu'on va montrer au grand jour.
en fait. Aujourd'hui, est-ce que vous subissez encore des discriminations? J'ai commencé à obtenir des entretiens d'embauche à partir du moment où j'ai enlevé la photo de mon CV. Mais sinon, non, parce qu'aujourd'hui, hormis être prise pour quelqu'un entre 40 et 50 ans, alors que je vais en avoir 32, mais c'est moins gênant parce que ça s'équilibre, parce que je suis dans la vie active, donc c'est moins flagrant que quand vous êtes une petite toux d'1m40 avec cette même tête. Moi, aujourd'hui, j'en parle. En fait, j'explique directement. Pour être sûre qu'ils ne me regardent pas en mode « c'est quoi ça ?» Donc plus vite j'en parle, mieux je me sens, mieux je me porte. Et en fait, je peux être moi-même, donc il faut que j'en parle. Quel est le plus gros apprentissage de la maladie aujourd'hui pour vous? Un amour profond de la vie. Vraiment. Il y a eu des moments où je la voulais plus, ma maladie, où je voulais avoir une fermeture dans le dos et enlever cette deuxième peau. Au final, il y a des fois où j'ai cohabité avec elle tant bien que mal. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de lui dire merci. J'en ai chié, j'en ai vraiment chié. Mais heureusement que j'ai vécu ça. Parce qu'aujourd'hui, je ne savourerais pas les choses de la même manière. Aujourd'hui, vous avez trouvé l'amour, je crois. Oh oui, je l'ai trouvé. Je l'ai même merveilleusement trouvé. Il est arrivé... Je m'y attendais juste pas. Je m'y attendais vraiment pas. J'y croyais pas. Je peux dire, je viens d'accepter une demande en mariage, mais je crois que je réalise toujours pas que tout ce qui m'arrive aujourd'hui avec cet homme exceptionnel, jusqu'à il y a peu de temps, je croyais que je le vivrais jamais. J'avais même arrêté d'y croire avant qu'il arrive. Vraiment. J'ai fini de pleurer. Alors, qu'est-ce que vous diriez à la petite fille que vous étiez? T'as bien fait de continuer à y croire et de jamais perdre espoir. Parce que je suis arrivée là où je voulais arriver. Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir. Très beau témoignage. Oh là là, C'est un beau témoignage, je m'en souviendrai. Qu'est-ce qu'elle est celui-là. intense et formidable. Ouais. Franchement. Et il y a quelque chose qu'on peut préciser, c'est vrai que la chirurgie, en fait, pour Cécile, c'est pas une solution, parce que comme elle n'a pas de fibre élastique dans la peau, tout simplement, en fait, ça ne tient pas. Ah oui. Donc, il y a vraiment un seul choix pour elle, finalement, c'est l'accepter. Voilà. Allez, on peut penser aussi à la mannequin Winnie Harlow, qui a une maladie dermatologique. Le vitiligo, en fait, ça lui fait apparaître ces taches-là sur le corps. Elle en a fait une force, elle en a fait sa valeur ajoutée. Exactement, une véritable force. Et je voulais vous demander, Christophe, qu'est-ce que ça vous inspire, ces femmes? Cette dame-là, je ne la connais pas, la mannequin, mais cette Madame Cécile qu'on a vue, elle est géniale. Ouais. C'est fantastique, cette intelligence de vie. Et c'est vraiment ce qu'on appelle en psychologie l'acceptation de soi. Et on voit bien dans son récit que l'acceptation, c'est pas se réjouir de ce qui nous arrive, c'est pas dire c'est bien, c'est dire c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et quand on accepte ses difficultés, ses maladies, ses limites, du coup, on va modifier le regard que les autres ont sur nous-mêmes. Et ce n'est pas juste quelque chose qui fait que dans notre tête, on se débarrasse des émotions négatives inutiles. C'est aussi que notre comportement change et qu'on devient porteur de quelque chose qui va attirer les autres personnes. C'est sans doute l'explication de son histoire d'amour. C'est une très belle personne, effectivement. Et il y a un bonhomme plus intelligent que les autres qui l'a senti. Ah oui, il y a une personnalité très forte. On s'en souvient. Merci Marianne, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, on va continuer à célébrer les bienfaits du pot à pot avec une discipline où le contact joue les premiers rôles. La danse, bien évidemment, et nul autre qu'André peut nous en parler. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir. Alors André, s'il ne fallait retenir qu'une danse sensuelle où le corps à corps a toute sa place, ce serait bien évidemment... Le tango, évidemment. Le tango, pourquoi? Parce que c'est une des premières danses qu'on a dansées enlacées avec un partenaire. Auparavant, il y avait juste eu la valse, mais dans l'histoire de l'humanité, on était plutôt sur des danses collectives. Le quadrille, les danses au Moyen-Âge, etc. Et puis tout d'un coup, arrive
La valse, on va dire fin 18e, début 19e. Et puis alors le tango, mais la danse la plus sensuelle du monde. Alors tango, ça veut dire, c'était l'espace où on parquait les esclaves en Amérique du Sud, dans un premier temps. Et dans ces endroits où ils étaient parqués en attendant d'être vendus, il y avait d'autres esclaves qui arrivaient, qui étaient affranchis, ils se reconnaissaient entre Africains, et du coup, ils avaient fait de cet endroit un espace de jeu. Un espace de jeu et aussi, on va dire, un espace de musique et de danse. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient que ça pour communiquer entre eux. Si je vous joue ça... Vous voulez que je la chante vraiment? Non. De loi, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Alors ça, c'est Bizet. J'allais continuer, moi. Voilà, c'est Carmen, ça s'appelle une habanera. Eh bien, en réalité, le tango vient de la habanera, c'est-à-dire que c'est les colons espagnols qui ont cette musique hispanisante, ils ont commencé à la mélanger. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que le tango est une danse qui a une origine à la fois africaine et en même temps espagnole, et pourtant, vous n'avez pas un seul instrument de percussion à l'intérieur. Pourquoi ? Qui va donner le rythme ? Le bandoneon, un instrument autrichien. C'est une histoire de fou. En réalité, c'est une histoire de mixité incroyable. Le bandoneon, encore une fois, vient d'Autriche. Ce sont, à Buenos Aires, est la ville la plus cosmopolite qui soit. Il y a une grosse immigration qui vient d'Europe au 19e siècle. On va se mélanger dans les quartiers chelous de Buenos Aires. Ça va être une danse à la fois au tout début populaire, d'affranchis. Il y a même des légendes. On dit que, vous savez, ces gestes qu'on fait dans le tango, c'était parce que c'était des garçons qui dansaient ça entre eux et qui voulaient surveiller pour voir s'il n'y avait pas des descentes de flics. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien, maintenant... il y a une des figures les plus importantes, c'est Carlos Gardel, qui est un des grands compositeurs du tango, qui était français. Là aussi, il y a une histoire d'amour entre Paris et Buenos Aires, comme très souvent toutes ces danses tropicales. Chaque fois que des compositeurs, je dirais sud-américains, exportaient leur musique, le premier pays, c'était la France, et c'était à Paris que tout ça se passait. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza. Ça veut dire pour une tête, mais pour un tête, visage. Pour un visage. Hein. Por Voilà. una cabeza. Ben, aujourd'hui, vous nous faites le plaisir d'interpréter cette chanson en live, accompagnée d'un couple de danseurs professionnels de tango. Ils s'appellent Kira Makarova et Benjamin Solano. Ils sont tous les deux professeurs à l'école Tango Young à Paris. La scène est à vous.
magnifique. Bravo. Magnifique, bravo. Merci Oh, André. Ali, on pourra un jour danser comme ça tous les deux. Il va falloir des dizaines d'heures de cours. Hein. On va aller à l'école. Merci André, ainsi qu'à Kira et Benjamin de l'école Tango Young Paris. Merci également à vous, professeur Philippe Imbert, de nous avoir accompagnés ce matin. Je recommande très fortement votre dernier livre, Avez-vous un bon médecin, aux éditions Fayard. Maintenant qu'on vous a rencontrés, oui. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Ali, on vous retrouve bien sûr tous les jours de la semaine à 10h05 précise pour votre émission sur France Inter. Grand bien vous fasse. Et vous, Agathe, dans la Maison des Maternelles, tous les jours à 9h30 sur France 2. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, même chaîne. Et d'ici là, évidemment, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est vous faire du bien. Prenez soin de vous.